Alors bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir, qu'on se retrouve enfin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Cléraz-Mailloux, coprésidente de la SFSPO, qui est la société savante née pour faire avancer notre métier, et Spot Pharma en est la vitrine depuis maintenant 5 ans. Avant tout, je suis une pharmacienne, comme vous, installée à Châtenay-Malabry, et je suis vraiment impatiente ce soir de vous faire découvrir les astuces, les clés, les modes d'emploi, les infos pratico-pratiques délivrées lors des sessions pour mieux accompagner nos patients dans les parcours de santé. Et durant 10 jours sur ce congrès, nous allons partager ensemble toutes ces infos grâce à un échange digital, donc où que vous soyez en France, en Belgique et dans les pays du Maghreb. Et d'ailleurs, je remercie tous les confrères de ces pays qui s'inscrivent régulièrement à notre congrès depuis 5 ans pour répondre à des questions très basiques finalement. C'est quoi une CPTS? Comment on fait pour trouver une CPTS et où s'y implique et comment s'y impliquer? Qui on appelle? Qu'est-ce que ça m'apporte de participer à une CPTS? Qu'est-ce que ça m'apporte de me lancer dans une démarche qualité? C'est chouette un GPS Onco, mais à quoi ça me sert en pratique? Comment on l'utilise et quand? Nous voilà donc 2 ans après le début de cette pandémie, et s'il est au moins une certitude que nous avons acquise pendant cette période, c'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Malgré cela, il nous a semblé important de faire un point de situation, car cela est une vérité, les pharmaciens et les équipes officinales ont été au front depuis le début, sans désertion ni défection, et nous nous devions de leur donner un panorama de la situation actuelle afin qu'ils poursuivent leur mission avec une vision la plus factuelle possible. Alors avant d'accueillir les 2 intervenants de la soirée, je voulais à titre personnel saluer la profession qui a su montrer chaque jour sa réactivité, sa capacité d'adaptation, son engagement auprès de la population, qu'il s'agisse des patients à accompagner, d'usagers à rassurer ou même de professionnels de santé à épauler. Et si certains pouvaient douter du rôle des pharmaciens et de leurs équipes dans le système de santé qui est le nôtre, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le doute, et Spot Pharma, cette année, est placé sous le signe de cette reconnaissance, enfin, tant du côté des pouvoirs publics que des autres professionnels de santé et de nos patients. Et nous pouvons vraiment être fiers de cela. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Que nous a appris cette pandémie? Quels enseignements pour notre profession? Et que sais-je encore? Autant de questions que nous allons aborder ce soir. Oui, la pandémie nous a changé, mais surtout, elle a été un accélérateur formidable de nos pratiques. Et le meilleur exemple est la vaccination à l'officine. Et ce n'est pas notre premier intervenant qui me contredira. Je suis ravie d'accueillir ce soir le docteur Arthur Pirot, docteur en pharmacie, doctorant à l'Université d'Angers, trésorier de l'Université d'Angers, trésorier et membre actif de la SFSPO. Tout ça, pourtant, il est jeune, ce qui prouve que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et Arthur va nous parler aujourd'hui de Pharmacovax. Donc, je te laisse la parole, Arthur, et ensuite, nous échangerons avec le deuxième intervenant que je présenterai au moment voulu. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Le temps de partager l'écran, je précise juste que je ne suis pas le trésorier de l'Université d'Angers, mais bien celui de la SFSPO. Ça me ferait un petit peu trop à tout gérer en parallèle. Hop, alors normalement, vous allez voir mon écran apparaître. Est-ce que je peux juste avoir une confirmation du visuel, Béatrice, s'il te plaît? Est-ce que c'est Oui, bon pour tout le monde? oui, Nickel. tout à fait. Alors, je vais vous présenter du coup l'enquête Pharmacovax dans le cadre de ma thèse de recherche que je mène actuellement à l'Université d'Angers. J'ai entre guillemets profité de la crise de la Covid qui a mis en stand-by mon autre recherche pour en fait évaluer la pratique actuelle des pharmaciens d'officine qui se sont lancés dans la vaccination contre la Covid-19. Alors, un petit point de contexte et les objectifs de cette enquête justement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous subissons un petit virus qui nous a causé une pandémie et dont la seule solution à ce jour pour s'en débarrasser, c'est la vaccination. Et donc, en France, pour ce qui nous concerne, sa mise en place a été très progressive. Dans un premier temps, ça a été restreint aux centres hospitaliers, puis enfin dans les centres de vaccination.
Et les professionnels de santé libéraux sont arrivés en dernière ligne. C'est ainsi qu'avec le décret du 4 mars 2021, les pharmaciens ont été autorisés à prescrire et administrer les vaccins contre le coronavirus. C'est à la suite de ça et dans la foulée que j'ai proposé l'enquête Pharmacovax qui a pour objectif en fait, d'évaluer la satisfaction des usagers à l'égard de la vaccination faite en officine contre la COVID-19. J'insiste bien sur le fait que c'était une enquête de satisfaction. Alors, la méthodologie qui a été employée très succinctement, donc, cette enquête s'est déployée sur toute la France. Elle était adressée à tous les pharmaciens d'officine grâce au soutien que vous voyez des différents organismes. Sur le plan universitaire, on retrouve l'Université d'Angers et mes laboratoires de rattachement que sont l'INSERM et le CNRS. J'ai également eu le soutien institutionnel de l'Ordre des pharmaciens pour le plan régional. La SFSPO a bien été partie prenante pour une communication large, également le Collège des maîtres de stage pour le plan associatif. Et enfin, nos deux syndicats, que sont la FSPF et l'USPO, m'ont fait l'honneur également de soutenir cette enquête et de la partager auprès de leurs adhérents. Elle a été menée donc, du 16 mars 2021, donc quelques jours après le début et la réception des vaccins en officine, jusqu'au 30 juin 2021. Bien évidemment, la participation des usagers et de la population se faisait de manière totalement anonyme et volontaire. Alors, sachez que l'enquête a été découpée sur 4 périodes d'analyse. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi toutes les DGS qui sont très très nombreuses ces derniers mois, vous comprendrez en fait pourquoi le découpage a été ainsi. La première période s'est faite du 16 mars au 10 avril, période pendant laquelle nous n'avions que le vaccin AstraZeneca disponible et seuls les patients de plus de 55 ans avec comorbidité étaient éligibles à la vaccination. La deuxième période s'est déroulée sur le reste du mois d'avril et où là, on a eu l'arrivée du vaccin Janssen et l'ouverture de tous les patients de plus de 55 ans. La troisième période qui s'est déroulée court en mai, là, on a vu l'arrivée du vaccin Moderna, ce qui a permis de vacciner des patients de plus de 18 ans mais atteints de comorbidité. Et enfin, la dernière période qui a concerné le mois de juin, là, en fait, tout patient majeur et remplissant les critères d'éligibilité pouvait bénéficier d'une vaccination anti-Covid en officine. Vous comprendrez ce découpage dans le choix des réponses par la suite parce que ça a pu influer certains résultats. Au total, vous le voyez sur la droite, on a un peu plus de 5700 réponses qui ont été obtenues. En détail, dans les grands chiffres de cette enquête, qui vous sont présentés ici. Donc, il y a 442 officines qui se sont inscrites pour participer à l'enquête, à la suite notamment des mailings qui sont partis avec les différents organismes qui ont soutenu cette dernière. 123 officines ont réellement participé, j'entends par là qui m'ont fait parvenir des questionnaires compilés avec toutes les informations. Il y a eu 11 régions de représentées quand même sur toute la France, ce qui est très bien au niveau de la représentativité. 5 800 réponses retournées et 5 733 réponses réellement interprétables. Pour certaines, il manquait par exemple la pharmacie qui avait réalisé l'enquête du lieu, des données, etc. Donc, on a retiré ces enquêtes. Alors, un résultat qui est très important et qui a permis de conditionner les autres. Dans toutes les personnes qui se sont présentées à l'officine pour une vaccination anti-Covid, on avait à peu près 60% des personnes qui avaient déjà bénéficié d'une vaccination en pharmacie, qui était donc une vaccination antigrippale. Qui avait de façon générale eu ça par tous les moyens. Parmi eux, un peu plus de la moitié avaient réalisé cette vaccination antigrippale au sein d'une officine. Donc, si je récapitule, sur les 5 800 réponses, il y en avait à peu près un peu plus de 3 000 qui avaient déjà eu une vaccination contre la grippe en officine. Et enfin, parmi ces 56%, plus de 90% avaient réalisé la vaccination dans la même officine que là où ils avaient demandé leur vaccination anti-Covid. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés qu'on a eues pour répondre aux besoins des patients. Donc, ça veut quand même témoigner de la fidélité de nos patients. Certains ont été prêts à attendre plusieurs semaines pour aller là où ils avaient l'habitude d'aller. Alors, le découpage des 4 périodes est aussi intéressant à regarder parce qu'on voit bien que sur les 2 premières périodes, donc on a à peu près 20 et 25% de patients qui étaient déjà vaccinés contre la grippe. Ça concernait les patients de plus de 55 ans avec comorbidité pour la première. Et donc, c'est normal qu'on retrouve des patients plus vaccinés parce que c'est de fait de l'âge des personnes qui étaient éligibles à la vaccination antigrippale. Et donc, du coup, ça chute drastiquement sur la 3e et 4e période. Donc là où on avait des patients qui n'avaient juste besoin d'être majeurs, et puis pour certains des facteurs de comorbidité pour la 3e période, où là, on tombe à 7 et 5,5%. Donc, ça veut bien dire que l'ensemble de la population a été incitée d'elle-même ou avec des facteurs, ça c'est un autre sujet, à venir en officine pour se faire vacciner. Et on va comprendre après, avec les autres résultats, pourquoi ils ont fait ce choix.
Alors, intéressant aussi de s'attarder sur le souhait de la vaccination en officine et des difficultés rencontrées. Il y a à peu près un quart des patients, avant de venir en officine, qui avaient essayé de se faire vacciner contre la Covid d'une manière ou d'une autre. Pour 10% d'entre eux, ils sont allés voir un médecin généraliste. 11% d'entre eux se sont adressés à un centre de vaccination et il y a 2,3% de patients qui étaient très téméraires puisqu'avant d'aller en pharmacie, ils avaient essayé un médecin généraliste et un centre de vaccination. Donc là, typiquement, quand on regarde des analyses un peu plus détaillées, ça nous permet de comprendre un peu plus la satisfaction des patients et l'intérêt qu'ils ont eu à venir dans une officine. Alors, le ressenti des usagers de manière globale, pour à peu près 3/4 des patients, la crise de la Covid en fait, a amélioré l'image qu'ils avaient du pharmacien. Ça peut vous sembler peu, comme beaucoup. À noter que tous les chiffres qui vont vous être présentés là sont les pourcentages de patients qui sont tout à fait satisfaits avec l'affirmation qui leur a été présentée. Et c'est à cette question en fait, que les résultats de satisfaction sont les plus faibles, même s'ils peuvent paraître bons, parce que certains estimaient que leur image était déjà très bonne avant, donc il n'y a pas eu d'amélioration. C'était vraiment la question qui était posée. Alors, 83% des patients trouvent la vaccination anti-Covid en officine plus accessible et 88% d'entre eux trouvent que les locaux y sont adaptés. Plus de 90% des patients avaient une totale confiance en leur pharmacien pour réaliser la dite vaccination. Et enfin, presque 92% avaient trouvé le temps estimé à l'officine tout à fait acceptable. Il y a certains qui trouvaient 15 minutes un petit peu long. Ils n'avaient pas forcément connaissance que c'était le délai réglementaire en fait, de surveillance. Et comme je vous le disais, ça, c'est bien le pourcentage de personnes qui ont répondu tout à fait d'accord à l'affirmation. Quand on met les positifs, donc tout à fait et plutôt d'accord, on est entre 98 et 99% de satisfaction générale, ce qui est juste phénoménal. Alors, ensuite, si justement on veut redécouper selon les 4 périodes, une autre question qui me tenait à cœur, à savoir la compétence des pharmaciens pour réaliser d'autres vaccinations. J'avais pris l'exemple du DT polio, parce que c'est justement quelque chose qui nous est fréquemment demandé depuis peu. Est-ce que vous ne pouvez pas me le faire tout de suite? Eh bien non, ce vaccin-là, on n'est pas autorisé. Donc là, vous voyez les deux périodes, enfin, les première, deuxième période versus troisième et quatrième période ont une légère différence, un peu plus visible que mais par contre beaucoup moins visible que tout à l'heure. On est à 85-88% pour les deux premières, donc on va dire les patients qui avaient déjà l'habitude de se faire vacciner contre la grippe en officine, et plus de 80% même pour tous les autres. Donc ça reste des taux qui sont très très importants, et là aussi, ce sont les pourcentages des patients qui ont répondu tout à fait d'accord. Alors, la satisfaction générale, il leur a été demandé par rapport à l'acte de vaccination qui venait de réaliser ce qu'ils en pensaient. Et là, on a obtenu la très, très bonne note de 4,92 sur 5, ce qui est énorme pour ceux qui réalisent des enquêtes de satisfaction, peut-être dans le cadre de la démarche qualité, etc. Même nous, on a été un petit peu bluffés lors de l'analyse, donc ça témoigne bien vraiment de la volonté des patients à venir, non pas par défaut à la pharmacie, mais par envie. Donc voilà, comme je vous le disais. Et enfin, une autre note qui a été utilisée à l'aide d'un score international qu'on appelle le NPS score. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous y avez répondu peut-être de manière inconsciente. Le NPS score, c'est une note qui va de moins 100 à 100. En fait, on demande à la personne si elle recommanderait le service en question. Donc là, la vaccination, c'est par exemple ce qui vous est demandé dans des magasins. Est-ce que vous recommanderiez ce magasin ou ce service à vos proches? C'est le NPS score. Alors, comment on le calcule? En fait, on calcule le pourcentage de personnes qui sont tout à fait d'accord, ce qu'on appelle les promoteurs, les personnes qui ont répondu 9 et 10 sur une échelle de 0 à 10, auquel on soustrait le pourcentage de détracteurs, donc les personnes ayant répondu de 1 à 6. Les personnes ayant répondu 7 et 8 sont considérées comme passives. Le score est vraiment exceptionnel. On estime qu'à partir d'un score de 50-70, c'est déjà très bien parce qu'on va jusqu'à moins 100. Donc là, dépasser les 90, c'est vraiment une très, très bonne note, ce qui nous permet aussi de nous dégager des axes derrière d'amélioration pour aussi promouvoir l'image des patients. Alors, les petites références toujours si vous voulez les retrouver. Alors, petite discussion sur cette enquête. Je vous présente les chiffres très succinctement. La publication est en cours en ce moment même. Mais globalement, voici ce qui est ressorti. Donc, la vaccination anti-Covid en officine, c'est d'abord une facilité d'accès, notamment pour les populations fragiles, âgées, isolées, qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion, qui ont parfois, et c'est ce qui nous a été rapporté, peur de se rendre dans des centres de vaccination où il y a beaucoup de monde, sans connaître personne. Pour ma part, il y a eu quelques biais de sélection parce que seuls les pharmacies volontaires ont répondu à l'enquête. Et donc, on peut imaginer que ceux qui n'étaient pas vraiment partants ont lâché l'affaire.
Le pharmacien jouera également un rôle clé dans la désinformation pour promouvoir la vaccination. Vous n'êtes pas sans savoir que les médias ont été parfois compliqués à gérer parce qu'on avait des contre-ordres, aussi bien nous du point de vue ministériel que des patients, et il fallait parfois rétablir la vérité. Si on retourne au niveau des biais, il y a celui de recrutement parce que seuls les patients volontaires ont répondu à l'enquête. Autrement, des patients qui n'étaient pas forcément contents de ce qui venait d'être fait n'ont pas forcément pris le temps de répondre à l'enquête. Donc, une certaine difficulté à objectiver la prise en charge des soins primaires. Alors ça, c'est quelque chose de plus global en termes de données et d'études cliniques en France comme dans le monde. Dès lors qu'on fait des soins ou des services comme la vaccination, on n'a pas de réelle enquête qui nous permet de valider sur des critères scientifiques ce qui vient d'être fait. C'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser différentes échelles et différents critères. Un biais de réponse également qu'on peut signifier dans cette méthodologie, c'est-à-dire qu'un pharmacien qui voyait des réponses pas forcément bonnes à son égard ne m'a pas forcément transféré l'étude, enfin l'enquête de son patient. Pour ma part, étant donné les délais très restreints, vous avez vu, il s'est passé 10 jours à peu près entre l'annonce du décret et le lancement de l'enquête Pharmacovax. Je n'ai pas pu demander beaucoup d'informations, notamment relatives aux patients, parce que ça nécessite des autorisations particulières et on n'avait pas le temps, on n'avait pas un mois à perdre pour lancer l'enquête. Et pourtant, il aurait été intéressant de connaître l'âge, le sexe du patient. Enfin, un biais cognitif, on s'est aperçu que certains patients, j'imagine très âgés pour la plupart, étaient très contents, mais cochaient la première colonne parce que c'était plus simple pour eux, alors que c'était la case pas du tout. Et donc, des fois, le pharmacien mettait « attention, c'est trompé » et prendre en considération la dernière colonne. Et la conclusion de tout ça, c'est que malgré les délais très restreints, la complexité de mettre tout ça en œuvre, on a eu énormément de réponses. En une semaine, on a pu mener cette enquête. Et je tiens à remercier tous les partenaires qui ont fait preuve d'une très grande réactivité. Et donc, quels sont les enseignements de cette enquête? Tout d'abord, ça a été un service plébiscité par les usagers. Vous avez vu les notes de 4,92 sur 5 qui ont été données et plus globalement le NPS score qui, lui, est un petit peu plus objectif, 93 sur 100. La satisfaction, elle est vraiment phénoménale. Là aussi, avec les mêmes notes que je viens de vous donner, et plus globalement, quelques commentaires qui ont été laissés par les patients, même si ce n'était pas du tout demandé, c'était vraiment des questions fermées et des cases à cocher. Une recommandation écrasante, notamment avec la vaccination d'été polio qui a été prise en exemple. Plus de 80% des patients étaient tout à fait d'accord pour que le pharmacien fasse cette vaccination en officine. Et enfin, une participation exceptionnelle, tant de la part des patients que des pharmaciens, d'autant plus en cette situation de crise. Je les remercie vraiment infiniment pour le temps qu'ils m'ont accordé à me transférer les enquêtes, etc. On misait entre 2 et 3 000 réponses, plus de 5 000, c'était juste phénoménal. Donc, merci à toutes et à tous. Et donc, quelques perspectives à la suite de cette enquête. Il faudrait en réaliser une sur la même méthodologie, mais auprès de l'ensemble de la population, parce que là, il y avait uniquement les patients qui s'étaient adressés à un pharmacien d'officine pour la vaccination qui ont pu en répondre. Et enfin, une enquête un peu plus quantitative avec les chiffres de la sécurité sociale notamment, pour objectiver certains résultats, connaître la proportion de patients vraiment qui se sont déplacés à l'officine par rapport à leur âge, etc., et les délais, pour qu'on puisse faire correspondre le tout. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour m'avoir suivi et également à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette enquête. Je reste disponible si vous avez des questions. Merci Arthur pour cette présentation. Alors c'est vrai que le format digital est quand même beaucoup moins convivial que le format présentiel, hein, donc l'exercice n'est pas forcément évident. En tout cas, les résultats de l'enquête finalement donnent un retour qui est assez réconfortant, un retour de terrain qui est réconfortant pour les équipes officinales et qui fait du bien parce que on voit bien que on a tous été chamboulés par cette période et ce que tu viens de nous présenter illustre bien le propos introductif de tout à l'heure. Alors, pour aller peut-être dans la continuité avant de passer aux questions, et là, je vous invite, si vous avez des questions, à poser vos questions dans le chat, c'est que le ministre de la Santé s'est exprimé aujourd'hui sur la campagne de vaccination antigrippale 2021-2022. Celle-ci débutera donc le 26 octobre prochain et avec en fait 2 étapes et une stratégie de priorisation qui sera mise en place pour la population cible
pendant les 4 premières semaines de la campagne. Et ensuite, eh bien, a priori, la population hors cible pourra également être vaccinée. Et le ministre de la Santé a annoncé que les pharmaciens d'officine seraient autorisés à vacciner la population hors cible après ces 4 premières semaines. Donc tout ça va dans le sens que nous attendions, très clairement. Ça répond aussi, et ton enquête le montre, à une demande des patients, en tout cas sur la vaccination grippe et sur les vaccinations à venir. Et puis, ce qu'il aurait peut-être été intéressant, mais je pense que quand tu as fait cette enquête, ce n'était pas encore d'actualité, mais aujourd'hui, on voit bien que la vaccination Covid est étendue aux préparateurs. Voilà. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour la vaccination grippe. Est-ce que ça aurait changé les petits points d'accroche, comme par exemple le temps passé, le fait d'avoir plusieurs vaccinateurs finalement dans un même lieu? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui pourraient impacter finalement et améliorer ce point? En toute objectivité, je ne suis pas sûr que ce soit le nombre de vaccinateurs qui pose problème, mais il y a eu d'une part l'accès aux doses qui a été très restreint pendant des semaines et des semaines. Je pense que toutes et tous ici présents connaissaient la difficulté d'approvisionnement qu'on a eu avec les retards de livraison, et c'est ça qui a conditionné en fait les créneaux disponibles. Et après, c'est surtout la logistique interne, c'est-à-dire les difficultés de prise de rendez-vous. Je ne sais pas qui a travaillé le lendemain de l'annonce du président de la République. Pour ma part, j'ai fait standard téléphonique toute la journée. Il a fallu gérer aussi les délais entre les 2 doses. Il a fallu gérer l'accès au local de vaccination parce que souvent, on n'en a pas 2 ou 3 dans l'officine. C'est un local qui est dédié, plus quand il y avait des tests antigéniques pour certains. Donc là, ça complexifiait les choses. Et les délais, en fait, c'était surtout la surveillance des 15 minutes. Parce qu'entre nous, souvent, la plupart des équipes géraient l'éligibilité de la vaccination en amont pour s'assurer que la dose allait bien être administrée aux patients. Et donc, sauf cas exceptionnel, type fièvre, infection qui survenait dans les quelques jours avant le rendez-vous, on avait déjà vérifié tout ça. Et donc, le jour J, on fait quelques questions. À la rigueur, souvent, on fait ça pendant la facturation. Et après, l'acte d'injection lui-même est très, très court. Enfin, on est de l'ordre de quasiment 2 minutes, quoi, je pense, hein. Alors, on a compris, comme je disais, je faisais les Jeux Olympiques, moi, dans la pharmacie. C'était le tir à l'arc toute la journée avec le stand de tir. Parce qu'on n'arrêtait pas. Et c'est plus ces délais de 15 minutes et de surveillance post-injection qui nous posaient souci, parce qu'on n'a pas non plus une salle d'attente extensible où on peut stocker 50 patients et 3-4 locaux en parallèle, quoi. Après, côté vaccinateur, peut se discuter avec les préparateurs. Après, certains diront il y a quand même la préparation des doses qui est presque plus longue. Donc, est-ce que le pharmacien fait tout en amont? Est-ce qu'on tente de laisser le préparateur vacciner? C'est des débats qui ont lieu à droite et à gauche. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Ça se discute. Bon, mais c'est vrai que c'est une vraie question, puisqu'il y a une question dans le chat. On ne comprend pas bien pourquoi aujourd'hui, alors que les préparateurs ont la possibilité de vacciner contre la Covid-19, n'auraient pas la possibilité de vacciner contre la grippe, qui finalement est un geste beaucoup plus simple. Oui, parce que ce sont des unidoses et je pense que beaucoup de monde attend le format unidose des vaccins contre la Covid. Je pense que les règles d'asepsie, on est à même de leur expliquer. L'anatomie, ils en ont quand même quelques bases et après, c'est pareil, il suffit d'être présent pour faire une formation sur le terrain, qui est souvent ce qui est le plus efficace. Comme je le dis souvent, ce n'est pas le pharmacien tout seul dans sa pharmacie qui fait tourner, c'est l'équipe officinale et l'équipe officinale comprend à la fois des pharmaciens, titulaires adjoints, mais également des préparateurs, plus apprentis et étudiants. Je pense qu'il faut laisser tout à chacun l'opportunité, parce que c'est pareil, il y en a qui m'ont dit moi je ne me sens pas, je le sens, j'aime pas ça, donc je n'irai pas piquer. On ne va pas les forcer, là n'est pas l'objet, tout comme les tests antigéniques, certains ne se sentaient pas aptes et capables de le faire. Ça ne sert à rien de forcer des gens qui sont hésitants. Par contre, pour ceux qui sont volontaires, à mon sens, c'est vraiment similaire de vacciner contre la grippe et contre la Covid. Il faut quand même laisser, je pense, le pharmacien pour s'assurer de l'éligibilité. Pour ma part, ça m'est arrivé au dernier moment, refuser de vacciner un patient parce que, après discussion, bien en dehors du questionnaire qui nous était demandé, j'avais un doute tant sur un traitement qu'une infection ou autre. Et donc, on a préféré ne pas prendre de risque et reporter la vaccination.
pas forcément sûr qu'un préparateur ait toute la logique et les mécanismes immunitaires en tête pour faire cette expertise-là. Mais en tant que vaccinateur à lui seul, je pense qu'il en est tout à fait capable, hein. Est-ce que les patients, c'est un point sur lequel, dans ton enquête, ou ceux qui ont été interviewés, se sont posé la question? Du tout, parce que c'est vrai qu'ils raisonnent souvent en termes de pharmacien en tant que personne et ils nous connaissent et c'est vrai qu'on est normalement tous identifiés de la sorte. Et je pense que ce n'est pas encore dans les mœurs. Ils arrivent encore à distinguer bien la différence entre préparateur et pharmacien. Là, je m'adresse à toutes et tous présents ce soir, mais souvent pour des questions épineuses, ils nous demandent est-ce que je pourrais parler au pharmacien? Mhm. Donc, je pense qu'inconsciemment, ils font la différence entre le préparateur et le pharmacien selon leur demande. Et la vaccination, on rentre quand même dans l'intimité du patient, il ne faut pas se le cacher. Tant d'un point de vue physique, parce qu'ils se mettent à nu, hein, certains retirent carrément leur t-shirt et on se rapproche d'une consultation médicale, quand bien même d'autres, sur le plan un peu plus empathique, on apprend, parce qu'on est dans un local isolé, que bah, finalement, il y a ci, il y a ça. Et moi, j'ai débouché sur des entretiens pharmaceutiques à l'issue de la vaccination. Comme quoi, tout peut Effectivement. arriver. On a une autre question sur est-ce que les pharmaciens seront autorisés à vacciner la population générale? Donc ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. Donc, a priori, oui. Maintenant, voilà, il faut que ce soit confirmé. C'est une annonce qui a été faite aujourd'hui. Donc, 2 étapes. Les premières 4 semaines, la population cible et vraisemblablement après ces 4 semaines, on sera autorisé à vacciner toute la population. Donc voilà, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Et comme je le disais en préambule, la vérité d'aujourd'hui n'étant pas celle de demain, attendons que les choses soient écrites, formalisées, pour être sûr de ce qui va se passer dans les officines. Alors, il y avait une autre interrogation aussi qui était y a-t-il un délai entre la vaccination grippe et la troisième dose Covid? C'est vrai que on a entendu un peu tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on a entendu non, on peut faire en même temps, puis ensuite on a entendu il faut attendre 15 jours. Est-ce que toi, Arthur, tu as plus d'infos? Est-ce qu'il y a un délai à respecter? Est-ce qu'on peut tout faire en même temps? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, aux dernières nouvelles, et on va dire, je parle un peu sous la coupelle de la chaise, savoir si elle a sorti un nouveau rapport que je n'aurai pas encore eu le temps de lire. Il n'y a aucune difficulté à réaliser de manière concomitante la vaccination anti-Covid et anti-grippale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les laboratoires sont déjà en train de constituer des vaccins pour la prochaine campagne de vaccination anti-grippale. Ils souhaitent combiner les deux souches Oui. pour simplifier les choses. Au niveau de la typologie des vaccins, aucun des deux n'est un vaccin vivant atténué, donc on a moins de risques. Au niveau des contre-indications et des interactions aussi, on est sur des technologies similaires. Si par exemple on avait l'AstraZeneca, mais là on ne fait quasiment plus que de l'ARN messager. Et donc, de par son mode d'action, ça limite quand même grandement les risques d'interaction de ce point de vue-là. Et les patients étant âgés, fragiles, je pense qu'il y a tout intérêt à en profiter pour faire un combo et les protéger pour tout l'hiver. Chose faite en une fois. Et puis voilà, D'accord, rassurer aussi sur l'interchangeabilité des vaccins. d'accord. Donc, si je récapitule, possibilité éventuellement de vacciner la population donc hors cible, donc la population générale, et a priori, pas de délai entre la dose de vaccin anti-grippe et la dose de vaccin Covid. On peut faire les deux le même jour. Aux dernières recommandations, c'est ce qui est paru effectivement. Ouais. Maintenant, si, alors je ne sais pas là aussi s'il y a une information, mais c'est une question pratique. Si on imagine qu'une personne ne souhaite pas faire les 2 injections le même jour, y a-t-il un délai à respecter entre les 2 doses? C'est Alors la là, question que l'on peut avoir. Là, c'est la question. Avant, on répondait aisément 15 jours, étant donné que là, ils ont dit que ça peut être réalisé de manière concomitante. Comme souvent, en fait, c'est quand on ne sait pas, on ne prend pas le risque. Mais objectivement, d'après le retour de certains, parce que ça s'est posé malheureusement dans certains cas, j'ai étudié des cas de pharmacovigilance à ce sujet, et Oui. quand ça a été fait, il n'y a pas eu de souci particulier. Le système immunitaire va être très sollicité, donc on pourra avoir une certaine fatigue, etc. Donc, il n'y a pas de souci. De toute manière, la question qui va se poser aussi, c'est quid des sites d'injection? Est-ce qu'on fait 2 bras? Est-ce qu'on fait qu'un seul bras, mais à quelques centimètres d'intervalle?
Là, c'est pareil, il faudra, je pense, faire du cas par cas, par exemple, sur une opération post-cancer du sein, on va faire le bras opposé, donc il faudra bien 2 sites sur le même bras, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir laisser place au côté pragmatique et pratique de la chose pour ne pas s'encombrer de détails administratifs comme on en a eu beaucoup à gérer depuis 2 ans. D'accord. Autre peut-être question, est-ce que alors effectivement, l'obligation, on va dire, du pass sanitaire a boosté la vaccination. Le fait que ce soit en officine, je pense que ça a facilité les choses. Est-ce que toi, tu aurais des informations sur la possibilité qu'auraient les centres de vaccination de vacciner contre la grippe? Parce que ça, c'est aussi une réelle inquiétude chez les confrères. Ou est-ce qu'on sait d'ores et déjà que les centres de vaccination vont fermer? Alors là, je n'ai pas d'informations à titre personnel, mais effectivement, si on fait quelques hypothèses, à savoir que nous devons passer précommande des doses de vaccins antigrippaux quasiment 6 mois à l'avance, que les stocks sont quand même assez limités, même si je pense que les laboratoires ont anticipé par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, y compris une réserve, on va dire, en stock d'État. Vu la confiance accordée par nos patients, la facilité d'accès en pharmacie et effectivement le souhait de fermer les centres de vaccination prochainement, honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont s'embêter à faire la vaccination grippe en plus à gérer, quoi. D'accord, donc ça, c'est À rassurant. mon sens, oui, ça ne va pas se passer, du moins je l'espère. Oui, oui. Donc, en fait, finalement, si on fait un petit peu, on récapitule un petit peu les enseignements qu'on peut tirer de cette étude, c'est que les pharmaciens et les équipes officinales sont prêts à s'investir dans la vaccination, dans toute vaccination, et qu'il y a une véritable attente de la part des patients pour tout type de vaccination. Alors, C'est ça la conclusion de l'histoire? c'est surtout la toute dernière phrase qu'il faut retenir parce que là, le questionnaire s'adressait aux usagers qui se faisaient vacciner en pharmacie et pas directement aux pharmaciens. Je pense que les pharmaciens, de façon générale, sont tous plus ou moins d'accord pour dire que si on est capable de le faire pour la grippe, si on est capable de le faire pour la Covid, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable pour les autres, sauf exception sur des vaccins qui sont plus complexes à gérer. Mais il était question de ne pas prendre la place des médecins, notamment pour ce qui était le suivi de la petite enfance. Et donc là, il n'y a pas de raison qu'on vaccine, par exemple, un enfant de 6 mois. Par contre, pour un rappel DTP de quelqu'un de 25 ans, je pense qu'il est préférable qu'on puisse le vacciner sur le tas plutôt que ça passe aux oubliettes et qu'il ne soit pas vacciné dans les délais impartis. Et là, par contre, où l'enquête apporte sa conclusion, c'est effectivement sur les attentes et la satisfaction des usagers. C'est qu'ils sont d'une part très contents, mais ils voudraient même qu'on en fasse plus. Et là, je pense que tous ceux qui pratiquent le comptoir en sont témoins. Ils sont surpris quand on leur donne des vaccins et on leur dit qu'on ne peut pas l'injecter tout de suite. Pour eux, ça serait tellement plus simple. Pas de rendez-vous chez le médecin à prendre pour avoir l'ordonnance, pas de deuxième rendez-vous à faire pour l'injection et pas de conservation au frigo. Parce que ça, c'est un autre argument qu'il faut avancer. C'est que nous, on gère la chaîne du froid de A à Z et donc on est certain de la bonne conservation du produit. Et je sais que ce n'est pas le cas forcément partout parce qu'il y a des médecins qui nous appellent en nous disant c'est bizarre là, le vaccin, il n'est plus trop limpide là. Donc, on sait que chez certains, c'est plus complexe. Et enfin, peut-être dernière question. On a tous passé nos commandes pour avoir le vaccin Pfizer. Dans l'enquête que tu as réalisée par rapport à la vaccination, est-ce que là aussi, il y a eu une interrogation de la part des patients ou des questions sur la nature du vaccin ou pas? Et non, je n'ai pas pu poser cette question tout simplement parce que l'enquête a été bouclée début mars où on n'avait encore aucune visibilité. Le découpage en quatre strates, comme vous l'avez vu, a été fait a posteriori. C'est moi qui ai décidé ce découpage pour faire en fait une stratification en fonction des vaccins disponibles et surtout la patientèle éligible. C'était ça le premier critère. On sait bien que vers la fin, par exemple, Pfizer arrivait en ville pour certaines régions expérimentatrices. Après, globalement, nous, les patients nous le disaient, non, je ne veux pas celui-ci, je veux celui-ci et inversement. Il aurait été intéressant, effectivement, là, on peut faire juste des conjonctures, notamment au niveau de la première période parce qu'il n'y avait que AstraZeneca. Sur la dernière, étant donné qu'il y avait des personnes globalement majeures et de moins de 55 ans parce qu'elles avaient été vaccinées d'abord, on était sur du Moderna. Mais ça ne reste que des hypothèses, on ne peut pas faire un lien de causalité entre les deux. D'accord.
Eh ben, écoute, je crois qu'on a appris pas mal de choses, en tout cas, sur le comportement de nos patients et ce qu'on peut, du coup, on peut être rassuré par rapport à finalement ce qu'on souhaitait vraiment mettre en place et ce qu'on met en place dans les officines. Ça, c'est tout à fait positif. Alors, je ne sais pas si notre deuxième intervenant est arrivé. Donc, il y a toujours des petits problèmes euh, alors, je suis en train de regarder la logistique. A priori, il est arrivé, mais il a un problème de Wi-Fi. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà, je vais vous le présenter. Et puis, on avait quand même un petit peu anticipé les problèmes et on avait préenregistré au cas où. Si on a la chance que son problème de Wi-Fi se débloque, eh bien, on l'aura en live. Sinon, de toutes les façons, il nous rejoindra après la vidéo. Est-ce que, avant que je passe à notre autre intervenant, Arthur, tu aurais d'autres remarques sur cette enquête ou sur le contexte plus général de la vaccination en officine? Je pense que les pharmaciens peuvent être fiers d'eux, de tout ce qu'ils ont accompli. Ça n'a pas été facile. Il a fallu gérer beaucoup de choses de front. En plus de la vaccination, en plus des tests antigéniques, il a fallu faire aussi notre rôle de pharmacien. Et les messages laissés par les patients, ce que je vous disais tout à l'heure, certains se sont permis d'écrire en parallèle, genre mon image était déjà très bonne avant, je lui fais pleinement confiance, etc. Vous pouvez vraiment être fiers de vous et je pense que tout à chacun ici a ressenti le même sentiment de la part de ses patients. Donc vraiment merci pour votre engagement. Ok. Alors, l'intervenant suivant, on a là, est le docteur Didier Payen, ancien professeur et président du département d'anesthésiologie et de soins intensifs de l'hôpital Lariboisière. Le professeur Didier Payen est actuellement professeur émérite à l'université Paris 7 et vice-président de l'association Pandemia. Deux mots sur l'association Pandemia, qui est une association philanthropique et humaniste qui a été créée par un collectif d'experts médicaux et scientifiques bénévoles et qui s'appuie sur la modélisation issue de l'intelligence humaine collective alliée à l'intelligence artificielle pour améliorer la connaissance des pandémies en cohérence avec les enjeux de santé publique. Et Pandemia a créé un projet spécifique à la pandémie de Covid-19 qui s'appelle Covidia et a été partenaire sur ce projet-là avec la SFSPO pendant la période que nous venons de traverser. Donc, on pourrait passer la nuit ensemble avec le professeur Didier Payen, tellement on a de questions et tellement elles sont nombreuses, mais on va rester raisonnable. Et vous allez voir, on a choisi de lui en poser quelques-unes qui sont un peu différentes finalement de toutes celles qu'on a entendues et entendues et encore entendues. Et est-ce que le vaccin est sûr? Et est-ce que je ne vais pas avoir de problème d'allergie? Et est-ce que l'immunité ceci? Et est-ce que l'immunité cela? Donc tout ce que vous connaissez, et bien là, on a posé des questions un petit peu différentes qui vont nous permettre aussi d'avoir une vision, là encore, un petit peu différente des connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, Marie-Hélène, qui est l'organisatrice de ce congrès, je ne sais pas si tu nous entends, je ne sais pas si tu as réussi à joindre le professeur Payen. Alors, oui, j'ai réussi à avoir Didier. Il a quelques petits problèmes de Wi-Fi dans sa chambre. Donc, il nous propose, effectivement, on va lancer la vidéo et après, il se connectera sans problème, je l'espère, pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, on va lancer la vidéo. Ok, on y va. Ah, je pense qu'on a un problème de son. Marie-Hélène? Lorsque les premières mesures sont venues très rapidement devant cette première vague. Parce qu'on n'a pas entendu le début. Ok. S'il te plaît, merci. Je suis très content de pouvoir dialoguer avec des pharmaciens qui jouent un rôle majeur dans notre système de santé et qui peut-être ont un peu souffert au début de cette pandémie d'être finalement peu consultés et concernés lorsque les premières mesures sont venues très rapidement devant cette première vague qui débordait tout.
mais qui, à mon avis en tout cas, s'est améliorée par la suite, prenant en compte le fait que ça dure plus longtemps que prévu, que l'on a des formes effectivement, je ne dirais pas de Covid chronique, mais de Covid long, au sens où on a des séquelles sur lesquelles les pharmaciens auront un rôle à jouer, notamment dans la délivrance et le conseil pour les médicaments, et également sur l'éventuel besoin d'une troisième dose, ou en tout cas d'un booster, comme disent les anglo-saxons, pour restimuler les gens qui auraient perdu une immunité efficace au fil du temps après leur vaccination bien faite. Donc oui, c'est bien, il faut qu'on remette les pharmaciens au centre du dispositif, comme d'ailleurs les médecins de ville. Mais l'hospitalocentrisme de départ était lié à la gravité du nombre, aux vagues énormes de patients arrivant à l'hôpital et aux formes graves qui tuaient des gens. Et donc, on a fait urgent d'abord et ensuite on organise. Alors, justement, on parlait de points d'ombre. Vous avez d'ailleurs évoqué le Covid long. Donc, vous ne parlez pas, vous, de forme chronique, mais de Covid long. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Est-ce qu'on sait soigner? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait apporter un accompagnement à ces patients? Alors, il faut être très honnête et très clair. Le Covid long, d'abord, ça se définit comme la présence, après 4 semaines minimum, une fois la vaccination complète faite et ou la guérison de la maladie acquise, c'est-à-dire que la PCR est négative, quand au bout de 4 semaines, on constate un symptôme venant de la sphère, j'allais dire, neuropsychologique, et ou cardiovasculaire et ou respiratoire, on est susceptible d'être classé comme quelqu'un présentant un Covid long. Le Covid long, faut être donc encore une fois très honnête, on ne sait pas l'expliquer sur le plan mécanistique au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une réaction immunitaire prolongée, inadéquate, venant détruire nos propres structures. On ne connaît pas le mécanisme de ça, et un énorme travail se fait dans le monde entier depuis 1 an sur le sujet. Les papiers vont commencer à sortir en termes d'explication potentielle du phénomène, mais pour l'instant, on ne sait pas. Ne sachant pas comment ça se déclenche ou comment ça perdure, il est difficile d'avoir une intervention thérapeutique sur la mécanique du système que l'on ne connaît pas. Donc, on est condamné à suivre, faire du traitement symptomatique et puis aider les gens à se rééduquer au sens large, rééducation respiratoire, cardiovasculaire et ou neurologique. Donc, on en est là et on ne peut pas, pour l'instant, vous en dire beaucoup plus. Et donc, il est possible que ça dure un certain temps parce que la réversibilité n'est pas acquise dans ces symptômes. Alors, donc ça, c'est le traitement finalement du Covid long. Au niveau donc de la prévention, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette 3e injection pour les patients de plus de 65 ans, donc qui sont en ce moment en train de se faire revacciner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur alors l'intérêt de la vaccination, il va de soi, mais sur cette 3e injection, et notamment au niveau de l'immunité, on entend beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce point précisément? Alors, je vais d'abord dire une chose importante, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, nous sommes dans une situation d'infection virale pour laquelle nous n'avons pas de médicaments permettant, pour le moment en tout cas, d'empêcher l'infection, en tout cas le virus, de pénétrer dans les cellules. Et une fois qu'il y est, on n'a pas de médicaments prouvés, en tout cas, qui permettent d'en limiter sa multiplication et son explosion dans les cellules. Donc, on n'a pas d'action sur l'agent agresseur. La seule action que l'on ait pour l'instant, c'est l'immunité que l'on va moduler. Et que ce soit des médicaments qui viennent moduler la réponse immunitaire, que ce soit les vaccins, on ne peut pour l'instant agir sur le devenir de cette infection que par le système immunitaire. Donc, c'est la première fois que l'on est capable de dire ça et qu'on est capable d'interagir avec ce système immunitaire. Reste à savoir
quand il faut faire quoi, stimuler ou freiner, qu'est-ce qu'il faut cibler comme type d'atteinte immunitaire. C'est un grand pan de la recherche énorme qui est en train de se jouer devant nous. Donc, on avance beaucoup dans ce domaine-là et c'est pour ça que les gens ont constaté, comme dans beaucoup de vaccins, il était fondamental de vérifier que l'immunité que l'on avait créée avec le vaccin injecté était toujours efficace lorsqu'on rencontrait l'agent agresseur contre lequel on est vacciné. Et on s'est aperçu, et on savait déjà, mais on s'est aperçu que en vieillissant, comme le reste, rien ne s'améliore, et en particulier le système immunitaire, qui a donc une sénescence également, comme on peut avoir une sénescence pour l'ensemble des autres tissus. Et donc ce système qui vieillit avec l'âge est donc capable de répondre moins bien et de façon moins durable à la stimulation immunitaire pour se défendre contre le virus. D'où la réflexion de se dire, ce sont des patients qui sont par ailleurs à risque, âgés, avec des maladies chroniques et prenant des médicaments, et qui par ailleurs ont un système qui de toute façon est un peu fatigué et ne pourra pas faire une réponse immunitaire suffisamment forte et longue pour éviter qu'on leur réinjecte un stimulant. D'où la naissance de la notion de la troisième dose. Et je préférais plutôt booster ou stimulant parce que le troisième, ça précède 4, 4 précède 5. Et si les gens vivent assez longtemps, peut-être qu'ils vont être vaccinés de façon plus itérative qu'on l'imagine. La question qui est difficile, c'est de savoir, doit-on faire tout le monde sans plus de précautions que l'âge, ou doit-on cibler les gens qui sont véritablement avec le déficit immunitaire documenté? Et là, en l'occurrence, hier soir, le comité d'experts qui conseille la FDA, c'est-à-dire notre système, l'équivalent de notre système de santé publique, a rendu son vote sur la troisième dose pour les gens, on va dire, au-dessus de 19 ans, et en particulier les gens de plus de 65 ans. Ils ont voté 16 sur 17 contre la systématisation de la troisième dose avec les données dont on dispose au jour d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre? Eh bien, parce que on n'a pas la preuve que cette troisième dose est nécessaire. On n'a pas la preuve non plus que cette troisième dose sera, comment dirais-je, sécuritaire. Or, on entend parler, même avec les vaccins ARN messagers, d'un certain nombre rare mais réel de myocardite ou d'atteintes diverses d'organes secondaires à la vaccination, qui font que lorsqu'on va faire la troisième dose, personne ne veut prendre le risque d'augmenter le nombre de patients qui auraient ces complications d'hyperstimulation finalement immunitaire. Donc, avant de faire la troisième dose systématique par la loi, imposant les rendez-vous, etc., eh bien, je suis content de voir que la FDA est prudente sur le sujet, attend les données qui sont en cours de recueil sur des collectifs assez larges pour savoir s'il y a un bien fondé à faire cette troisième dose ou pas. Moi, je partage cette opinion de la FDA. Je l'ai d'ailleurs, j'aurais écrit cette nuit d'ailleurs. Donc voilà, la troisième dose, c'est pas si évident que ça. Merci beaucoup pour cette information toute fraîche au niveau de la FDA. Du coup, comme nous sommes en compagnie de nombreux pharmaciens, vous savez qu'il y a des tests justement pour vérifier l'immunité qui sont disponibles en pharmacie. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable à ce que les pharmaciens proposent justement ces tests pour vérifier l'immunité du grand public, des patients? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que pour vous, c'est effectivement quelque chose de très intéressant et qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus en avant? Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je vais exprimer un point de vue qui est très personnel et qui ne représente l'avis d'aucune autorité quelconque en France. Mais vous savez que depuis longtemps, je défends l'idée que la caractérisation au moins semi-quantitative ou qualitative de notre immunité, j'ai ou je n'ai pas,
les anticorps qu'il faut, en nombre qu'il faut pour me défendre, est un sujet qui est très important depuis le début de la pandémie finalement. Et on a eu très rapidement des tests sérologiques qui mesuraient donc la présence des anticorps, qui étaient des tests qu'on appelait TROD, c'est-à-dire qu'on peut faire immédiatement des tests à réponse rapide pour dire j'ai ou j'ai pas les anticorps. Alors, sous couvert que ces TROD qui mesurent les anticorps soient les bons, c'est-à-dire qu'ils soient efficaces, qu'ils mesurent bien, quand ils disent il n'y a pas, il n'y a pas, et quand il y a, il y a, sous réserve de la qualité du test, oui, je suis favorable à ce que toute personne candidate, parce qu'on est candidat à la 3e dose, eh bien, fasse vérifier qu'il n'a pas d'anticorps présents suffisamment dans son sang. Dès lors, lui laisser le libre choix de faire ou de ne pas faire cette 3e dose me paraît raisonnable. Mais vacciner de façon systématique pour une 3e dose tout le monde, à la moindre incartade négative, je dirais, ça tue le concept de vaccination lui-même. Donc je pense que ça serait déraisonnable de ne pas mesurer pour les gens qui souhaitent le faire leur état immunitaire. Donc, du coup, les pharmaciens peuvent effectivement proposer ces tests qu'ils ont et qu'ils ont eu l'habitude d'ailleurs de proposer. Très bien. Maintenant, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, ce que je souhaitais vous poser comme question, c'est de revenir également, on a parlé du vaccin, mais également des gestes barrières et des masques. On en a beaucoup parlé en début de pandémie, c'était l'actualité. Aujourd'hui, qu'en est-il pour vous? Est-ce que c'est toujours quelque chose à proposer aux patients, effectivement? On voit que de plus en plus, on est en train de vouloir ne plus porter ces masques. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, avant de vous répondre précisément sur la partie mesures barrières, je voudrais donner l'information qui est extrêmement clé, qui est parue hier dans le New England Journal of Medicine, où des gens ont eu l'intelligence, des gens de Singapour ont eu l'intelligence de regarder les patients qui avaient survécu à l'épidémie de 2003 de SRAS, qui était aussi un coronavirus qu'on a appelé coronavirus SRAS-CoV-1. Et ces gens-là qui ont survécu, ont-ils été vaccinés ou n'ont-ils pas été vaccinés pour le SARS-CoV-2? Et quelle est leur immunité spontanée et après vaccination? Ce papier est formidablement important dans le sens où il nous laisse espérer très rapidement que l'on puisse avoir un vaccin non seulement pour le SARS-CoV-2 qui nous préoccupe aujourd'hui, mais contre l'ensemble des coronavirus et en particulier des 10 coronavirus qui sont identifiés depuis 15 ans, qui sont des coronavirus qu'on trouve dans le pangolin et la chauve-souris, pour rappeler les vieux souvenirs animaliers, potentiellement invasifs pour l'homme, et on peut avoir un vaccin global qui servira à tous les coronavirus qui peuvent nous infecter. Et ça, je trouve que c'est une pierre dans le jardin qui est absolument essentielle et qu'il faut avoir présent à l'esprit. Donc, il y a de l'espoir beaucoup dans la vaccination, mais pas forcément focalisé sur le SARS-CoV-2 lui-même, mais sur l'ensemble des coronavirus qui peuvent nous infecter. Donc, à suivre, ces données sont absolument magnifiques et parfaitement claires. On peut être vacciné contre l'ensemble des coronavirus. Alors, les mesures barrières, faut-il penser qu'on va les garder? Je crains malheureusement, ou je crains d'ailleurs variablement, parce que ce n'est pas une crainte, on va garder des mesures barrières, parce que la vaccination n'empêche pas la contamination par le virus. On n'a jamais dit ça. On a simplement dit, et c'était déjà crucial, que la vaccination pouvait permettre d'éviter les formes graves. Eh bien, c'est vrai, ça évite les formes graves, mais ça n'empêche pas que le virus puisse être présent chez vous, chez moi, que vous me le repassiez, que je vous le repasse, et ainsi de suite. Et là se pose un problème important. Et je voudrais dire un mot à nos amis pharmaciens qui puissent conseiller les familles et les gens. On parle des mutants. Le mutant terrorise évidemment tout le monde, ce que je comprends. Qu'est-ce que c'est qu'un mutant?
On peut être mutant parce qu'on vous l'a expliqué dans toutes les chaînes de télévision et de radio, il se réplique et faisant les photocopies en nombre, il finit par se tromper et plus il en fait, plus il y aura d'erreurs dans les photocopies. Ça, c'est l'erreur de copie. C'est un mutant. Mais on peut aussi avoir des mutants qui se recombinent, c'est-à-dire qu'un virus ARN comme le coronavirus peut rencontrer un autre virus ARN présent chez vous à ce moment-là qui ne vous rendez pas malade, et l'ARN de l'un et l'ARN de l'autre peuvent se recombiner, créant un mutant qui, cette fois-ci, n'a rien à voir avec l'erreur de copie. C'est aussi un mutant. Mais celui-là, sa dangerosité est difficile à prévoir. Il peut très bien d'ailleurs être quelque chose qui tue le virus, coronavirus, ou au contraire le rend beaucoup plus méchant. Par conséquent, attention, on peut avoir des recombinaisons dans les mutants comme on peut avoir des erreurs de copie, et ces trucs-là vont être présents, qu'on le veuille ou non, vacciné ou pas. Alors quand on est vacciné, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a beaucoup moins, ça se réplique beaucoup moins, et on échange beaucoup moins. Néanmoins, on est quand même un réservoir plus petit, mais qui est capable de contaminer les autres. Donc, les mesures barrières vont rester des mesures raisonnables, peut-être pas aussi drastiques qu'on l'a vécu, mais il sera de bon ton, comme le faisaient d'ailleurs, le font les Asiatiques, de porter un masque dans des endroits où on est confiné, et puis de se laver les mains, parce que finalement, on a découvert que ce que l'on sait depuis 100 ans, eh bien, se laver les mains, c'est bien, et ça évite de s'infecter de proches amont, quoi. C'est très important. Donc, l'hygiène a progressé, les gens vont se laver les mains davantage, ils vont avoir du gel hydroalcoolique à la maison, et puis quand on est dans un endroit confiné avec beaucoup de gens, un masque, oui, je pense que c'est raisonnable. Eh bien, merci beaucoup, professeur Didier Payen, de cet échange. Vous êtes très occupé, vous êtes en Suisse pour un congrès en anesthésie et réanimation, donc on est vraiment ravis d'avoir pu préenregistrer cet échange. En revanche, vous allez nous faire une petite surprise puisque vous serez présent pour répondre à toutes les questions des pharmaciens pendant notre session, donc pas au départ, mais vous allez nous rejoindre en cours de session jeudi soir, donc le jeudi 23 septembre. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très vite pour les réponses à l'ensemble des questions. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Marie-Hélène. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir en chair et en os par écran interposé le professeur Didier Payen. Bonsoir. Vous avez réglé vos problèmes de Wi-Fi? J'espère. Voilà. Alors, vous avez loupé le meilleur, hein, puisque après vous avoir présenté à notre auditoire, j'étais en train d'expliquer qu'on aurait pu passer la nuit ensemble à vous poser tout un tas de questions, mais qu'on allait rester raisonnable malgré tout. Moi, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez dit de très, très riche et rebondir d'abord sur cette histoire de troisième dose et la décision de la FDA. Quel est l'impact du coup pour nous en France? Alors, je vais repréciser la partie FDA. Oui. La partie FDA, il y a donc un comité FDA, comme nous avons un comité qui décide des stratégies à appliquer. Ce comité consulte un comité de spécialistes qui n'est pas de la FDA, mais qui sont des spécialistes qui lui permettent ou on lui éclaire un certain nombre de données. Et les spécialistes en question, c'est ce comité-là qui a voté à 17 ou 16 sur 17 contre la troisième dose. Néanmoins, aujourd'hui, tout à l'heure, là, en arrivant, j'ai constaté que la FDA avait donné son feu vert à la troisième dose. Donc, les conseillers n'étaient pas favorables. La décision appartient à la FDA in fine. Ils l'ont donc prise. Ils favorisent la troisième dose pour les gens au-delà de 65 ans, sans autre mesure d'évaluation de l'état immunitaire dépassé. Donc, on est dans cette situation où des scientifiques, des experts conseillent finalement d'attendre, d'être prudent, et puis une agence qui va contrôler finalement les choses et prendre les décisions, qui dit, eh bien, en pesant l'ensemble des données que nous avons, nous prenons la décision de favoriser
cette troisième dose. Voilà où nous en sommes ce soir. D'accord. Et en France? En France, je suppose qu'on a déjà, je pense, pris la décision très claire qu'il fallait faire la troisième dose aux gens que l'on considère à risque. Et vous savez que le risque commence, si j'ai bien compris, en tout cas en France, à 65 ans, et ou des pathologies associées plus jeunes. Et que donc, face à cet âge-là, ou des pathologies associées plus jeunes, eh bien, on sera amené à faire une troisième dose. Alors, je m'exprime en mon nom seul, hein, je ne représente personne. Je trouve que c'est dommage que l'on n'ait pas pris la précaution, peut-être, de faire un certain nombre d'évaluations, notamment des anticorps, avant de faire la troisième dose, pour éviter que l'on soit déjà stimulé, qu'on restimule encore plus et qu'on surstimule des gens qui n'en auraient pas besoin. Par contre, ceux qui n'en ont pas ou pas assez, on comprend très bien que la troisième dose puisse être efficace. Donc, pour l'instant, ça a l'air généralisé à tout le monde. Et vous pensez que c'est plus une décision politique qu'une décision scientifique? Bon, je pense que c'est une décision politique au sens politicien du terme. Je ne crois pas, je ne vois pas quel intérêt les politiques ont à faire ou ne pas faire telle ou telle décision. Je pense que c'est une mesure de sagesse pour des gens qui ont à driver finalement l'attitude que l'on doit avoir au fur et à mesure que la pandémie évolue. Donc c'est une responsabilité qui est lourde, écrasante, difficile, et bien loin de mon esprit de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais quand on est en charge de prendre une décision, eh ben, il faut la prendre. Et je pense que dans cette décision-là, la sécurité a prévalu. La sécurité vis-à-vis de l'infection et de la pandémie a prévalu sur la potentielle insécurité qu'il y aurait à surstimuler un certain nombre de gens. Et du coup, le risque réel de cette surstimulation, c'est ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire que potentiellement, l'apparition de ces problèmes cardiaques notamment? Oui, c'est ça, on peut avoir un certain nombre de réactions à ce vaccin qui, de toute façon, sont, encore une fois, très peu nombreuses, rares, et de toute façon moins graves que les réactions que l'on a lorsqu'on a l'infection par le virus, c'est-à-dire la COVID-19. Ça n'a rien à voir, mais ça y ressemble forcément puisqu'on se vaccine contre la COVID-19. Par conséquent, on simule quand même suffisamment de choses pour pouvoir faire une réponse immunitaire. Donc, c'est assez proche quand même de l'infection par COVID-19, mais bien sûr beaucoup moins importante et beaucoup moins grave que ça ne l'est dans l'infection. Oui, on va avoir peut-être des phénomènes de type myocardite et ou autres manifestations neurologiques, instabilité du rythme cardiaque, fatigabilité musculaire, peut-être un certain nombre de choses sur les nerfs périphériques qui vont faire que on va dire, tiens, la troisième dose est moins bien tolérée. Comme d'ailleurs, je pense, les gens l'ont observé. Pour ceux qui ont eu plutôt tel vaccin qu'un autre, eh bien, ils ont mieux supporté la première, moins bien la deuxième, ou pas bien la première et très bien la deuxième, ou pas bien les deux. Et finalement, chacun a une réactivité qui est spécifique, en plus de la spécificité du vaccin. Donc, on peut tout obtenir. Et ce serait dommage que, à l'occasion de ces manifestations, certes rares, mais qui vont peut-être augmenter en nombre avec la troisième dose, ça vienne un peu torpiller les efforts faits jusqu'à maintenant, parce que ça jettera un doute qui n'a pas lieu d'être, mais qui finalement sera quand même là. Alors, il y est déjà sans qu'il y ait tout ça. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, je pense. Alors, un autre point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que ce n'est pas forcément clair, en tout cas dans ma tête, et du coup, voilà, je souhaiterais éclaircir. Vous avez évoqué en début d'interview le Covid long. Et donc, ma question, c'est, ces patients-là, évidemment, vont être suivis à domicile. Est-ce qu'il y a des traitements? Première question. Deuxième question, comment les pharmaciens peuvent interagir avec ces patients, finalement, s'inscrire dans ce parcours des patients Covid long? Alors, dans les médicaments qu'on est susceptible de discuter, on peut séparer deux grands groupes de médicaments. Les médicaments qui interagiraient avec le mécanisme de ce Covid long, et puis les médicaments qui
viennent améliorer, soulager, rendre plus tolérables les phénomènes observés au cours du Covid long, qui sont donc d'un ordre symptomatique. Sur la symptomatologie qu'on aura et les médicaments symptomatiques, bien entendu, le pharmacien, le médecin de ville auront un rôle primordial pour discuter de ce qui peut permettre d'aider tel ou tel patient à tolérer les choses. Sur le plan mécanistique, c'est-à-dire comment peut-on éventuellement interférer par un médicament sur le Covid long, la réponse pour l'instant est non, parce qu'on ne sait pas encore comment se fait ce Covid long. Pourquoi? Quels sont les mécanismes, j'allais dire, intimes qui permettraient, dès lors qu'on les connaît, d'avoir une action logique et thérapeutique adéquate? On n'a pas cette connaissance-là, elle est en cours d'investigation partout dans le monde, et on aura les résultats. C'est dans l'année 2021 que les grands projets ont été lancés, donc le temps de faire les mesures, les recherches. On peut penser que fin 2021 et disons deuxième trimestre de 2022, on aura des articles qui vont nous expliquer tout ou partie de ce qui se passe comme mécanique pour générer ces Covid longs, qui les fait, pourquoi, comment. Dans la partie médicamenteuse permettant de dire on va limiter ou éviter la survenue des Covid longs, ça me paraît pour l'instant un peu prématuré. D'accord. Alors, on a une question d'une participante. Effectivement, vous avez évoqué le fait que le virus était moins présent chez les personnes vaccinées lorsqu'elles étaient contaminées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans quelle proportion? Alors, oui, on sait que lorsque l'on a été vacciné, les mesures qui ont été rapportées dans la littérature par rapport à des gens non vaccinés, on constate qu'on est 8 à 10 fois moins contaminant en termes de quantité de virus transmis lorsque l'on est vacciné par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, la transmission d'agents agresseurs est beaucoup moins importante. La deuxième chose, c'est quand on est vacciné et qu'on est soi-même contaminé avec un virus SARS-CoV-2, pour être un mutant finalement, on a une capacité, parce qu'on est vacciné, à empêcher ce virus de se multiplier aussi vite et aussi fort qu'il ne le ferait si on n'était pas vacciné. C'est d'ailleurs pour ça que ça prévient les formes graves, pulmonaires et réanimatoires. Donc, voilà, le fait que les gens soient globalement, on va dire, supposons que tout le monde soit vacciné, il est raisonnable de penser qu'on peut se passer le virus, mais que ce virus n'ayant finalement que relativement peu de traduction clinique, eh bien, on vit avec le virus comme on le fait d'ailleurs probablement pour beaucoup de virus qui ne font pas de bruit, que nous avons en nous, qu'on s'échange joyeusement dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit familiale ou intimiste, et personne ne trouve rien à redire. Dès lors qu'il n'y a pas de maladie ou sévère, notable, ben, on s'échange tout un tas de choses toute la journée. Hein, et là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. L'ambiance stérile des relations humaines, il faut abandonner cette idée-là, ça n'existe pas. Donc, oui, on aura forcément moins de virus à se passer, on aura moins de maladies graves, mais à mon avis, on va se le repasser quand même de façon durable. Sauf si on fait bien les mesures barrières et si on vaccine bien comme il faut, sans excès, mais les bonnes personnes. Enfin bref, il faut bien faire les choses et ce n'est pas facile. Non, c'est sûr. Alors, autre question qui nous touche, c'est vrai, dans notre quotidien et notre pratique, c'est on vaccine de plus en plus de jeunes, finalement, mais qui peuvent avoir été porteurs asymptomatiques. Quelle est votre position par rapport aux tests sérologiques? Faut-il les tester avant? Et puis, peut-être autre question, puisque vous avez vous-même évoqué les tests sérologiques, peut-être nous rappeler ce que vous entendez par des TROD fiables. Oui, alors, je vais commencer par ça, par les TROD fiables. Je n'ai évidemment pas le monopole de la décision du TROD fiable, mais un certain nombre de comités et d'agences qui surveillent les produits
utilisés dans ce genre de choses, notamment l'Agence nationale du médicament et des medical devices, est censé pratiquer ou faire pratiquer en tout cas l'évaluation de la spécificité, de la sensibilité de l'ensemble des tests qui sont proposés, tests à orientation rapide diagnostique, les TROD, qui sont proposés sur le marché. Alors, je sais que Santé publique France a publié une liste exhaustive de tests sérologiques dont ils agréent le fait qu'ils mesurent correctement la présence ou non de ces anticorps, et une liste aussi de tests qui ne fonctionnent pas bien. Donc, il faut se rapporter à cette liste-là. Je ne sais pas quelles seront les décisions prises quant aux différents marchés qui seraient passés. Sera-ce un libre-échange dans une liste connue et publiée pour tout le monde? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a des tests validés et des tests qui ne le sont pas. Donc, c'est forcément dans les tests validés que l'on va chercher les tests que l'on va proposer aux gens qui vont venir vous voir. Moi, je pense que le pharmacien, dans ce cadre-là, a un rôle absolument fondamental, qu'il a d'ailleurs failli jouer, je dirais, quand on s'est battu pour développer la notion de cette mesure de génération d'anticorps au cours de la vaccination, et où, après la maladie Covid, savoir qui faisait les anticorps et combien de temps il les avait. La meilleure façon de le faire, c'est quand même avoir des tests répétés pour savoir si on a eu une réponse ou pas et combien de temps elle dure. Et puis, vous avez eu d'ailleurs la possibilité de vendre des tests sérologiques. Vous en avez eu dans certaines des pharmacies. Et malheureusement, je pense que l'information nationale a été très faible sur ce sujet. On n'a pas eu véritablement de communication dans les grands médias. Les pharmaciens que j'ai pu croiser dans mon environnement de vie quotidienne, que je vois comme ça, est-ce que vous avez des TROD, qu'est-ce que vous en pensez, etc., n'avaient pas eu non plus une information extrêmement claire sur le sujet. Et donc, pour eux, ça paraissait plutôt flou et plutôt un ennui que d'avoir à proposer ces tests. Donc, finalement, ils le proposaient très peu. Et donc, ça n'a pas pris, pour être clair. Et le fait que ça ne prenne pas, ce n'est pas une mode, parce que la jupe courte peut prendre. C'est une mode par rapport à la jupe longue. Là, la sérologie pour savoir sur les anticorps contre le SARS-CoV-2, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité. Et donc, moi, je regrette qu'on n'ait pas poussé à ce moment-là. Donc maintenant, on est confronté à la 3e dose, on est confronté aux gens qui ont eu la Covid et qui doivent se faire vacciner. Doivent-ils se faire vacciner de 1 ou 2 doses? Alors, on avait pris en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, une attitude, j'allais dire, raisonnable, go-between, en disant j'ai fait la Covid, on va considérer que c'est une première vaccination, donc on fait une 2e vaccination pour consolider cette première qui est donc obtenue au cours de la maladie Covid, et puis on s'arrête là. Ce qui est probablement assez raisonnable, je dirais globalement, quand on prend la population. Peut-être qu'elle ne l'est pas à titre individuel. Certains ont dû être sous-vaccinés, d'autres peut-être très bien. Comme on n'a pas mesuré le taux d'anticorps, finalement, on n'en saura jamais rien. Donc, voilà pourquoi les TROD me paraissent, enfin les TROD, pas forcément les TROD, mais la mesure en tout cas des anticorps. Et donc, par les TROD, parce que ce n'est pas cher, c'est rapide, ça peut se faire n'importe où, y compris chez vous, me paraît un élément utile pour chaque citoyen qui ne voudrait pas se faire survacciner, si j'ose dire. Super. Alors, une question aussi qui est pas inintéressante, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler en bien ou en mal. Peut-être pourriez-vous là aussi nous refaire un point sur cette notion d'immunité collective. La notion d'immunité collective, c'est un concept, j'allais dire, épidémiologique qui a fait ses preuves au cours de toutes les grandes pandémies ou épidémies qu'on a pu rencontrer. C'est un peu, d'une certaine façon, un peu cyniquement, on pourrait dire, eh bien, quand tous les gens d'une population ont eu la maladie et ou ont été vaccinés, on est à peu près certain que ceux qui ont survécu à tout ça, et ça, bien sûr, la partie combien sont-ils morts, c'est un point très important, mais
on n'en parle pas, on parle de ceux qui ont survécu à la maladie ou qui ont été vaccinés. Si tout le monde l'est, le virus se trouve dans un milieu hostile pour pouvoir se développer. Par conséquent, il va probablement, dans cette immunité collective, disparaître de lui-même. Bon, ça a été observé sur beaucoup d'épidémies. Pour le SARS-CoV-2, c'est un virus assez, comment dirais-je, assez subtil, dans le sens où il ne tue pas beaucoup de gens. Par conséquent, il peut perdurer dans son hôte naturel. Il habite chez vous. Si vous tuez tout le temps, il n'y aurait plus d'habitants chez qui habiter, et donc le virus serait à la rue, si j'ose dire. Là, comme il est à la rue, peu de fois, finalement, 2 à 3% des gens contaminés font des maladies vraiment sévères et qui peuvent tuer des gens. Donc, finalement, c'est assez peu, et donc il a son habitat qui reste confortable. Il en a en nombre et ils sont bien. Par conséquent, le virus perdure. Et c'est pour ça que l'immunité collective pour le coronavirus peut être peut-être plus importante en termes de pourcentage à obtenir qu'on ne l'aurait pour un virus plus grave, où à 70%, 65%, on dirait, bon, bah, fini, il n'a plus assez d'hôtes pour se développer, il va mourir. Là, ce n'est pas le cas. Il faudrait aller jusqu'à 80, peut-être 85%, et peut-être que les mutants vont nous imposer davantage. Est-ce qu'on est capable de faire ça? D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on raisonne uniquement français, parce que, comme son nom l'indique, la pandémie, ça concerne le globe, le terrestre. Et donc, tant que vous aurez des gens qui ne sont pas à l'unisson les uns des autres en termes de vaccination ou d'incidence de la maladie, et j'ai survécu et la maladie a touché tant de gens, tant qu'on n'est pas à peu près tous au même niveau, quelle que soit la façon par laquelle on y arrive, eh bien, la pandémie peut toujours se relancer dans un coin du monde versus un autre. Alors, évidemment, chacun raisonne pour sa paroisse, ce que je comprends, mais il faut avoir une vision, justement, c'est pandémique, donc il faut avoir une vision panvisionnelle. Et on ne peut pas imaginer qu'on fasse très bien, j'allais dire, en Corse, par exemple, où je suis né, on fait très bien en Corse, et puis la Corse se protège, et le reste, on s'en fiche. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit une solution mondiale. Et donc, là-dedans, on a encore pas mal de chemin à faire. Et peut-être une dernière question. Vous avez évoqué, là encore, dans votre interview, l'enquête de Singapour. Oui. Quand on a parlé des gestes barrières, est-ce que vous pourriez juste nous en dire un petit peu plus sur, finalement, sur les résultats de cette enquête? Oui, je trouve je ne suis pas tout seul à le trouver, puisqu'il est publié dans le New England Journal of Medicine. Ça veut donc dire que le sujet est d'importance, le travail est de qualité et les conclusions sont majeures. Je trouve que c'est formidable d'avoir été chercher les gens qui ont survécu de cet épisode en 2003 du SRAS, qui, je vous rappelle, tuait quand même 80% des gens. Hein. C'était féroce. Et ces gens qui ont survécu, avoir été chercher, regarder les anticorps qu'ils avaient dans leur sang, en avait-il toujours contre le SARS-CoV-1 qui était mortel à cette époque-là? Première question. En avait-il qui puissent croiser avec le SARS-CoV-2? Deuxième question. Et si on les vaccine, que se passe-t-il? Et c'est extraordinaire parce que ces gens-là, sans avoir été vaccinés, avaient déjà des anticorps qui étaient certes pour le virus qu'ils avaient obtenu il y a maintenant presque 10 ans, 20 ans même. Et ils avaient toujours ces anticorps. Ah oui. Ces anticorps faisaient assez bien avec les anticorps anti-SARS-CoV-2. Donc, ils avaient une immunité contre le SARS-CoV-2 qui n'était pas nulle. Et quand on les vaccinait contre le SARS-CoV-2, en plus de ce qu'ils avaient déjà acquis pour le SARS-CoV-1, eh bien, ils étaient capables de faire une réponse immunitaire assez globale et sur laquelle on voyait que les anticorps réagissaient pour finalement l'ensemble d'une famille de coronavirus. Et donc, on peut se dire que grâce à cette conception qui est de faire un vaccin finalement qui ne soit pas uniquement sur un type viral, mais sur une famille virale, en prenant les bons éléments sur lesquels il faut focaliser le virus ARN messager qu'on veut construire, on peut imaginer très aisément qu'on va avoir un vaccin qui va marcher sur le SARS-CoV-2, mais sur l'ensemble de la famille des coronavirus
qui peuvent nous contaminer. Et ça, je trouve que c'est brillant parce que là, on fait une vaccination de famille virale et non pas d'un virus. Effectivement, c'est intéressant et ça ouvre des perspectives de bon augure. Absolument. Hein, tout à fait. Mais alors, c'est vrai que vous parlez beaucoup des vaccins ARN messagers. Et donc là, je vais vous embêter un petit peu, mais c'est l'avenir pour vous? C'est pas que ce soit forcément l'avenir, mais sincèrement, pour rester sur l'ARN messager, les gens, je pense que c'est ça qui fait que la méfiance existe dans l'inconscient des gens dont ce n'est pas le métier et qui doivent à un moment donné dire j'y vais ou j'y vais pas, je fais confiance ou je ne fais pas confiance. On aurait dit vaccin, je ne sais pas quoi, on n'aurait peut-être pas eu autant de réticence. Le fait que ce soit ARN, donc génétique égale, ma foi, mystérieux, potentiellement touché à la génétique, tout ça, c'est très grave. Et donc, les gens ont acquis une certaine méfiance, avec des délires, bien sûr, sur les possibilités que l'on aurait de moduler le génome, etc. Bref, des tas de choses ont été dites qui sont, pour la plupart d'entre elles, impossibles, mais certaines le sont, puisqu'en laboratoire, on peut arriver à faire des recombinaisons de ce type. Donc, ce qui se fait en laboratoire peut imaginer être faisable dans la nature. Donc, voilà, on a généré une peur. Mais néanmoins, personne ne va discuter la transfection d'ARN messager pour coder une protéine qui manque à un enfant, qui est déficitaire dans cette protéine. Là-dessus, on n'entend personne manifester dans les rues dire c'est un scandale, il a eu de l'ARN messager, on va manipuler son truc, vous allez le tuer, etc. Non, au contraire, on le sauve. Alors là, tout le monde est d'accord. On a fait simplement, c'est déjà très bien, mais cette technique-là a été appliquée à non pas une protéine qui manque, mais à transfecter pour faire une protéine. Et cette protéine, elle génère des anticorps. On s'en est servi pour faire un vaccin, mais la technologie existait déjà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas peut-être expliqué suffisamment clairement, je ne sais pas. Il y a une peur qui est née à cause de ça, et c'est dommage parce que, voilà, ce n'est pas très compliqué à expliquer, même si ce n'est pas facile à faire. Néanmoins, une fois qu'on a fait cette chose, je trouve que l'ARN messager, c'est bien parce que, voilà, on est sûr qu'on va travailler sur un motif antigénique qui est la protéine S, en l'occurrence, pour le SARS-CoV-2. On pourrait imaginer très bien travailler sur plusieurs protéines. D'ailleurs, dans le vaccin poly-coronavirus dont on parlait juste avant, après ce papier dans le New England Journal of Medicine, probablement qu'il y aura 3 ou 4 protéines que l'on connaît dans le coronavirus. Il sera bon de pouvoir transfecter de façon à ce qu'on ait des anticorps contre l'ensemble de ces protéines des coronavirus pour qu'on soit vacciné contre la famille. Donc, oui, dans un premier temps, ceux-là sont rapides, sont adaptatifs, sont manipulables, sont relativement les choses qui nous manquaient dans l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour des vaccins de durée d'action plus longue, moins spécifiques, plus polygéniques, c'est-à-dire qu'ils vont être dirigés contre davantage d'antigènes. Peut-être que ça sera très bien, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas beaucoup de ça, donc je ne peux pas vous répondre avec certitude, mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises travaillent sur ce domaine, qui sont des vaccins plus classiques, et puis le virus atténué, quel vecteur on va prendre, etc. Beaucoup de choses se font qui sont classiques, mais qui prennent du temps. La preuve, c'est que si on avait attendu pour faire un vaccin classique dans la pandémie, il n'y en a toujours pas là. Parce qu'il faut du temps, tout simplement. C'est compliqué à mettre au point. Et on n'aurait toujours pas pu vacciner la population mondiale, et je ne sais pas dans quelle situation on serait si on n'avait pas les vaccins ARN messagers au jour d'aujourd'hui. Il faut quand même être honnête là-dedans, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne touche de l'argent de personne, mais néanmoins, je constate, voilà, il faut quand même être honnête dans un sens comme dans l'autre. Merci, ça nous a donné d'autres arguments pour éventuellement contrer les hésitants, discuter. Oui, il faut leur expliquer parce que si on n'explique pas, le doute persiste, c'est flou, on ne sait pas, et pourquoi vous dites ça, et lui dit ci, et l'autre. Enfin bref, c'est humain tout ça. Hein. Il y a 50 personnes, y compris des professionnels, qui sont contre. Hein. Et dans les 50 personnes sur les 1000, ils font plus de bruit parce qu'on leur donne la parole davantage.
que les 950 qui sont d'accord, qui n'ont rien à dire que de dire que je suis d'accord. Donc, cela, on ne les invite pas. Mais c'est quand même un point très important de pouvoir échanger. Et moi, je ne voudrais pas qu'on stigmatise les gens qui sont contre, il faut leur expliquer. Les gens ne sont pas idiots. Si on leur explique les choses avec honnêteté, ils savent très bien où il y a les points de faiblesse, ils savent très bien ainsi où il y a les points de force. Après, vous choisissez. Vous voulez une voiture sans frein, c'est vrai que c'est bien, ça va plus vite, ça ne va pas gêner. Enfin, sans frein, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Vous en voulez une avec des freins et qui soit très, très performant et même ça freine tout le temps. Bon, ben, ça va moins vite, ça a moins de plaisir, mais vous allez arriver à la maison entier. Donc après, chacun va choisir son mode de fonctionnement. La partie où c'est gênant, c'est quand votre mode de fonctionnement commence à altérer le fonctionnement du voisin. Là, ça pose problème. Donc, c'est de ça dont on discute finalement, mais c'est assez sociétal. Ce n'est pas uniquement la Covid-19 et le vaccin, mais c'est sociétal. Bien sûr. Alors, quand j'avais dit qu'on pourrait y passer la nuit, je n'étais pas loin de la vérité parce que je vous annonce à chaque fois la dernière question, mais là, je vous assure, c'est la dernière. J'en ai encore une. En fait, Singapour et SARS-1 semblent laisser penser à une immunité persistante. Cela semble en contradiction avec certaines informations sur l'immunité courte conférée par les vaccins Covid. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, je peux vous éclairer sur le questionnement. La réponse à la question, non, mais sur le questionnement. Effectivement, dans les maladies de l'épidémie de 2003, on constate que les gens ont toujours des anticorps et ça dure longtemps. Alors, est-ce que le virus de l'époque a généré des mémoires de cellules immunitaires suffisamment costaudes ou suffisamment larges pour que chaque fois qu'un coronavirus, peut-être pas celui-là, mais un de la famille dont on parlait déjà, arrive, passe et vient donc refaire une espèce de restimulation de votre système immunitaire, fait que finalement, vous avez des anticorps tout au long de votre vie parce que vous en refaites quand il y en a besoin. À chaque fois que vous rencontrez le coronavirus qu'il ne faut pas rencontrer. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose. Moi, je pense que le SARS-CoV-2, celui auquel on s'adresse actuellement, il n'y a pas que les anticorps qui sont importants. Il y a évidemment toutes les fonctions des cellules qui gardent la mémoire de ça, et les lymphocytes en particulier. Donc, ça serait trop cher et trop compliqué, trop lent de regarder si vous avez des lymphocytes mémoire vivants capables de réagir, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'anticorps. Mais c'est un problème majeur parce que si vous avez une mémoire lymphocytaire qui est costaude, vous stimulez vos lymphocytes au laboratoire et vous voyez qu'ils vont tout de suite se rappeler et tout de suite réagir avec une réaction adéquate. Vous dites, je n'ai pas beaucoup d'anticorps, mais néanmoins, j'ai une bonne mémoire des lymphocytes et donc je suis couvert, je n'ai pas besoin de me stimuler de nouveau. Et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur la surstimulation. Ce n'est pas seulement je fais une troisième, puis si j'en ai pas assez, je fais une quatrième. C'est plus compliqué que ça, puisque vous pouvez éviter aussi d'avoir des surstimulations qui donnent des maladies auto-immunes. Donc, la balance entre les deux est subtile. Et ce système est plus subtil que nous. Il faut faire attention. Écoutez, merci mille fois, c'était passionnant. J'espère que nos routes se rencontreront à nouveau et que vous avec avez plaisir. aussi du plaisir à échanger avec nous. Et avant Absolument. Voilà, merci. Avant qu'on se quitte, rappelez aux auditeurs que demain matin, vous pouvez accéder aux tables de networking, vous connecter. Et n'oubliez pas demain soir notre session sur les CPTS, où on aura la chance d'accueillir Julie Paujon, qui est la responsable de l'offre de soins à la CNAM. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre demain soir et vous remercie encore pour votre participation de ce soir. Merci à tous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.